Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet très délicat. Nous allons parler d'un meurtre. Alex, tout au long du récit, avant les faits, pendant les faits et après les faits, adoptera une posture très présente. Si vous remarquez des sourires, ce sera simplement une manière d'accompagner le récit. Mais surtout, un moyen de tenir bon et d'affronter avec lucidité tout ce qui se passe dans sa vie. Les procès, les interrogatoires, les questions des gens autour de lui. C'est simplement sa façon d'affronter la vie. Je fais cette mise au point parce que juger son attitude risquerait de réduire considérablement la portée de l'histoire que vous allez entendre. Bonne séance. Ho visto la tua, quella di tua mamma, poi ho visto quella del Penguin, quella di tuo fratello e poi quella di Emischilla. Dicevo, al di fuori da me e la mia famiglia, dove magari ti ha dato più informazioni su di me per enfatizzare, gli altri perché ti piacevano proprio? Allora Emischilla me lo ascoltavo da ragazzino, il Penguin invece, essendo un appassionato di calcio e conoscendo che la storia, sapevo che la storia del papà era in parte simile a quella mia, ho detto, La violence faite aux femmes, c'est un phénomène social. Et quand on a vraiment une femme qui trouve la force de porter plainte, il faut l'écouter. Parce que pour faire ce pas-là, pour aller dénoncer, elle a eu un courage incroyable. Parce qu'elle sait très bien que si son mari, son compagnon ou son petit ami, celui avec qui elle vit, la prend, pour elle, c'est fini. Et même après avoir porté plainte, il arrive que ces femmes soient tuées. Nous, on n'a pas eu ce courage de dénoncer. On a eu tellement peur. La seule interview en présentiel que tu as faite, c'était porte à porte. Exactement. Oui, parce que je n'aime pas trop être au centre de l'attention. Du coup, je préfère rester dans mon coin, garder ma vie privée, garder mon histoire pour moi. Et c'est seulement cette fois-là qu'il y a eu l'occasion d'aller à Porta, juste après l'acquittement. Alors je me suis dit, allez, tentons, vivons cette expérience. Mais ensuite, mon histoire, je l'ai gardée pour moi, pour les personnes qui me sont chères, celles qui sont proches de moi. Et je n'aime pas trop l'exposer, ni trop la médiatiser. On en parlera avec beaucoup de délicatesse et d'amour. Je dois te dire que quand j'ai su, donc j'ai vu Porta, parce que c'est comme ça que je l'ai appris, ça m'a vraiment touché. Je me suis senti très proche et j'ai eu envie de raconter ton histoire, en espérant que toi aussi tu en aurais envie. Donc je suis très heureux qu'on puisse le faire ensemble. Le sujet dont on va parler n'est pas si éloigné de moi, dans le sens où, à ma manière, moi aussi j'ai pardonné à mon père et je n'ai pas envie de rouvrir ce chapitre. Je l'ai déjà fait. Tu as vu mon histoire, tu as vu l'interview de ma mère, Nicoletta Amato, de mon frère Lorenzo. On a parlé de ce sujet-là, d'un père, disons, impulsif, dur, non? Hier, j'ai voulu réécouter les enregistrements audio, ceux qu'on a entendus au tribunal, parce que je voulais entendre le ton de voix de ton père, de ta mère, les gémissements, tes interventions aussi. Ça m'a remué beaucoup de choses, parce que d'une certaine manière, j'ai ressenti ces peurs-là, moi aussi, dans les murs de ma maison. Mais allons-y doucement. On commence par le début, comme on le fait ici. On va vivre deux histoires en parallèle. Ta vie, donc l'année où tu es né, le contexte, et en parallèle, on vivra aussi l'intensité de ton père dans sa manière d'être. Pour comprendre comment on peut arriver à un certain point dans la vie. Et ce point dont on parle, c'est évidemment un meurtre. Tu l'as dit 1000 fois, tu l'as dit à mes auteurs, tu me l'as dit tout à l'heure. Si tu pouvais revenir en arrière, tu ne referais jamais ça, c'est clair. Mais je me mets au défi beaucoup de gens d'arriver à cette limite-là et de ne pas avoir une réaction de protection envers les personnes qui t'ont mis au monde, envers les gens que tu aimes profondément. C'est pour ça que je veux vraiment raconter ton histoire dans les détails.
Je ne vais pas te poser de questions sur les dynamiques parce que non seulement ça ne m'intéresse pas, mais en plus, c'est public. Chacun peut aller lire ce qu'il veut. Moi, ce qui m'importe, ce sont tes émotions. Ce que tu vivais, ce que tu as ressenti à ce moment-là, et surtout, la personne que tu es devenue après. Alors commençons par le début. Parfait. Quand tu es né? Je suis né le 24 septembre 2001 à Turin. J'ai passé mes premières années dans une maison à Corso Giulio Cesare. D'accord. Ensuite, vers 4-5 ans, en 2006, on a déménagé. Ma mère voulait aussi qu'on quitte cet environnement. Elle voulait trouver un endroit un peu plus calme, à la campagne, pas en ville. Alors ils ont décidé de déménager à Piossasco, où j'ai passé mon enfance. Oui, c'est ça, mon enfance et puis et ma préadolescence, disons. Jusqu'en 2016, où, pour toute une série de raisons, ils ont décidé de déménager à Collegno, où je vis encore aujourd'hui. Donc, ces 3 étapes de ma vie, la première à Turin, Corso Giulio Cesare, je ne m'en souviens pas trop. Je me rappelle juste quelques flashs de comment on vivait. Un environnement très modeste, très pauvre. Ma mère est caissière et mon père a toujours été ouvrier. Donc, je viens de ce milieu familial très simple, on peut dire. Comment tu te souviens de ton enfance? Comment tu la passais? Alors, je passe mon enfance à Piossasco, depuis mes premiers souvenirs. Je jouais au parc juste sous chez moi, donc j'avais cette possibilité de commencer à socialiser avec les autres enfants. Et donc, le seul truc, c'est qu'après avoir passé 10 ans dans cette maison, les premières années à Piossasco n'étaient pas du tout comme les dernières années à Piossasco, parce qu'il y a eu vraiment une évolution de la violence à la maison. Et cet élément important dans ma vie a aussi beaucoup influencé mes relations avec les autres, ma sphère sociale, mes amis, mes connaissances, toutes les expériences qu'une personne est censée vivre à l'âge préadolescent. T'étais gâté quand tu étais petit par tes parents? Non, je n'ai pas eu de très bonnes relations avec les câlins, disons. Ni de la part de l'un, ni de l'autre? Non, alors, avec mon père, il n'y a jamais eu ce côté affectueux, disons. Ma mère m'a beaucoup transmis cette importance, cet élément dans le fait de prendre les gens dans les bras, de leur faire sentir. Je me souviens qu'elle me disait toujours qu'il y a cette hormone, l'ocytocine, qu'on stimule en serrant les gens dans les bras. Et ça m'a aidé en grandissant à ne pas devenir une personne complètement apathique aux émotions, mais plutôt à les accueillir et avec les personnes que je considère importantes, à les exprimer aussi. Et tu sais, j'aime prendre les gens dans les bras. Et c'est grâce au travail que ma mère a fait. Parce que de l'autre côté, de l'autre figure parentale, je n'ai jamais eu cette relation. Celle de prendre mon père dans les bras, par exemple. T'as un frère plus âgé de 3 ans, Loris. Et j'ai lu que quand vous étiez petit, vous alliez jouer au parc. Et souvent, on entendait des cris venant de... Vous faisiez semblant de rien, mais tu savais très bien que ça venait de chez toi. Alors la première question, c'est à quel moment tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose de différent chez toi par rapport aux familles de tes camarades? Alors, je commence à le comprendre vers à peu près 10 ou 11 ans. Mais il y a eu des épisodes, même avant. Je le comprends quand les cris, les insultes, les menaces, les coups ne sont pas normaux. Ils dépassent une limite. Ils appartiennent à une autre réalité, une autre dimension. C'est quelque chose de constant, de quotidien. Et tu vis une violence de manière passive qui peut te marquer toute ta vie, tu vois? C'est envers vous, les enfants, ou envers ta mère? Envers nous deux, ouais. Envers nous et ma mère, ouais. Tu avais quel âge la première fois qu'il t'a frappé? Je me souviens que la première fois que mon père m'a frappé, j'avais 6 ans. Il m'a donné un coup de pied au cul. Pardon pour le mot. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Tout ça parce que j'avais fait tomber quelque chose par terre, sur les graviers.
On rentre à la maison, le temps que j'ouvre la porte, lui derrière moi, il arrive et me donne un coup de pied. Et franchement, si j'y repense aujourd'hui, je le ressens encore. Donc il n'a pas réagi tout de suite, il a gardé sa colère Oui. pour le bon moment. Oui. Parce que quand même, en public, il essayait Voilà, de... c'est là que je voulais en venir. Oui, En public, c'était quelqu'un de très équilibré, oui. Ces dernières années, il n'y arrivait même plus. à se contrôler. Oui, trop difficile à gérer. Mais au début, si on est encore en période de fiasco dans le récit, oui, il voulait apparaître comme une personne, pas comme l'homme violent qu'il était à la maison, mais comme quelqu'un de bien, disons, autant que possible. Il arrivait à le masquer. Mon père, quand j'étais petit, a reçu cette éducation de son propre père. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mon père était assez rebelle, agité. Donc son père ne pouvait pas le gérer avec des mots. Il s'enlevait la ceinture et lui donnait une leçon. Il le punissait comme ça. Donc pour mon père, c'était devenu une méthode. Il ne l'a jamais fait avec mes frères, mais avec moi. Peut-être parce que j'étais comme lui pour se faire respecter, on va dire. Qu'est-ce que ça a créé en moi ? Jusqu'à l'âge de 13 ans, je me sentais faible. Parce que mon père me frappait, personne ne pouvait me défendre. Et c'était très humiliant, même quand ça se passait devant mon petit frère ou ma mère. Et parfois, même devant mes amis. Les rares fois où je pouvais inviter quelqu'un à la maison, si mon père se mettait en colère, parfois parce que je lui en donnais l'occasion, peut-être, il ne se retenait pas dans ces moments-là, mais ça pouvait être une gifle, quelque chose de très humiliant, Bien sûr. qui me faisait pleurer. Et je me retenais devant les gens. Ça m'a beaucoup marqué dans ma confiance personnelle. Jusqu'à ce qu'il m'envoie en pension, comme punition. J'étais le mec nul, le bouc émissaire. Je n'aime pas trop utiliser ces mots, mais tu vois, c'est ton état d'esprit qui décide si quelqu'un peut t'approcher ou pas. Et moi, à ce moment-là, je me sentais tellement faible que j'étais une cible facile, tu vois. Et ensuite, à la pension, tout change. Tout change, prends confiance et même la relation avec lui change. Un jour, je rentre à la maison pour le week-end et dans un moment de conflit, il essaye encore une fois. Et là, je lui dis, si tu recommences, je te rends tout ce que tu m'as fait avant. Je voudrais te demander si dans ton enfance, si c'est arrivé à l'âge de 6 ans, peut-être que c'est arrivé d'autres fois ensuite, comment ça a influencé ton estime de toi, ta confiance ? Parce que au début, on raconte beaucoup de mensonges à nos amis. Quand on a des marques, on a honte. On dit qu'on est tombé dans des escaliers, qu'on s'est cogné contre la table. On invente plein d'excuses. J'aimerais comprendre, de ce point de vue-là, comment ça s'est passé pour toi. Je mettais du fond de teint. J'inventais des excuses. Je mettais aussi le fond de teint de ma mère. Tu vois, pour cacher les marques sur le visage, sur le cou, tous ces signes laissés par la violence à différents moments. Et ça a énormément influencé ma relation avec les autres. Parce que j'avais peur d'entrer en contact avec les gens. J'avais peur qu'ils découvrent quelque chose, qu'ils voient ce que je vivais à la maison. Et moi, je ne voulais pas que ça se sache. Moi, je suis Alex, je suis une autre personne. Je ne suis pas Alex, le mec à problème, celui qui a des soucis chez lui. Moi, je suis Alex, celui qui a des passions, qui aime faire des choses avec les autres. Apprenez à me connaître pour cet Alex-là, pas celui qui a des problèmes, tu vois. Même si je n'aime pas trop employer ce mot, mais au final, c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ce réflexe de cacher, de garder pour moi ou pour ma famille, tout ce qu'on vivait à la maison, c'est quelque chose que je porte en moi depuis que je suis petit. Et c'est jamais vraiment sorti. En fait, je l'ai cultivé encore plus avec les années. J'ai toujours essayé de me faire remarquer, de me faire connaître, pas comme une personne avec des problèmes. Je n'ai jamais vu d'un bon œil la pitié, tu sais, cette forme de compassion que certaines personnes montrent parfois. Et ça a vraiment affecté ma relation avec l'école. Tu ne voulais pas être compati par les autres ? Non. Parce que tu te sentais inférieur de cette manière et tu voulais être jugé comme n'importe quelle autre personne ? Je m'en sors aussi avec mes problèmes à la maison. À l'école, je vais bien, mais je vais bien grâce à mes propres efforts. Parce que je réussis à étudier avec l'écrit,
Pas parce que les profs savent que j'ai des problèmes à la maison et qu'ils laissent passer des erreurs. J'ai toujours mal vu cette pitié, cette compassion qui pourrait surgir s'ils savaient ce que je vivais à la maison. Tu vois? Raconte-moi ton parcours scolaire. Après, on Oui. reviendra au mur de la maison et à tout Oui. ce dont on parlait. Donc, comment ça se passe? Parce que ce qui se passe arrive la dernière année Oui. avant le bac. Donc, avant ce moment-là, comment se passe ta vie académique scolaire? Alors, j'ai toujours eu une excellente relation avec l'école, avec les matières. Ça m'a toujours plu, plus ou moins. Mais en tout cas, j'ai toujours bien réussi. En même temps, à l'école, j'aimais aussi m'amuser avec mes amis. Donc, parce que l'école, c'était vraiment ce moment où je n'étais pas chez moi. C'était du divertissement. C'était mon moment de détente. Oui, oui, oui. C'était ton parc d'attractions, tout Oui. était beau. Comment dire, la difficulté de l'étude pour ceux qui la vivent de manière difficile, pour toi, c'était un arc-en-ciel, c'était quelque chose de magnifique. Exactement. Je savais que la partie difficile venait après. Quand tu rentrais chez toi. Paradoxalement, quand je rentrais chez moi, c'était le mauvais moment. Quand j'étais à l'école, c'était le bon, on va dire, non? Et donc, j'ai toujours assez bien réussi. Je n'excellais pas, mais je n'étais pas non plus un élève médiocre. Je n'aimais pas particulièrement l'école, donc j'étais dans la moyenne. Et en plus, j'aimais interagir avec les gens, socialiser. C'est à l'école que j'ai rencontré ma copine. Donc même pour ça, je dois beaucoup à mon parcours scolaire. Avec laquelle tu es même maintenant, elle s'appelle comment? Sarah, Ok. avec laquelle je suis toujours. Ça fait bientôt 5 ans, donc c'est un sacré bout de temps. Et donc, j'ai eu une excellente relation avec l'école. Mais ce n'a pas été facile à entretenir. Surtout dans les dernières années du lycée. Pourquoi? Parce que tout, un fil Connecté. rouge qui est tout connecté, justement. Je commence le lycée, je vais à l'Institut hôtelier Prévert de Pinerolo. L'année avant de devoir déménager à Colegno, je commence donc encore à Piosasco. Piosasco, Pinerolo, c'est tout près. Ok. Pour toute une série de raisons, on déménage à Colegno. C'est-à-dire que mon père a son père qui commence à aller vraiment mal. Donc, on veut déménager à Grugliasco. C'est là où vivent ses parents. Pendant ce temps-là, à ma mère, on lui propose de pouvoir déménager à Colegno, dans le supermarché où elle travaille. Tu vois? Ok. Grugliasco et Colegno sont proches, mais elles sont très loin de Pinerolo. Mon père voulait déménager à Grugliasco, juste à côté de ses parents. Moi et ma mère, ça aurait été très gênant de déménager à Grugliasco, car je devais prendre un bus, un métro et un train pour arriver jusqu'à Pinerolo. Ma mère devait prendre un bus ou lui demander de la conduire. Ma mère voulait éviter ce problème d'être conduite, car elle n'a jamais conduit et elle ne conduit toujours pas. Elle a une peur bleue de monter en voiture à cause de certains épisodes qui ont eu lieu. Car mon père conduisait en changeant de voie. Il roulait vite, freinait à la dernière minute quand il était avec elle. Et donc, avec toute une série d'événements de ce type qui se sont déroulés, il lui faisait vraiment voir la mort en face, si tu veux. Donc, pour toute cette série de raisons, ma mère a ce traumatisme qu'elle... Mais pourquoi la terrifiait-il de cette manière? Il la terrifiait de cette façon parce que c'était devenu son obsession. Donc de jalousie. Oui, oui, oui. La jalousie et la possessivité à un niveau vraiment extrême. Vraiment, sur une échelle de 1 à 100, le niveau était 1000. Oui, 1000. Il était jaloux, il voulait... En fait, c'est simple, il voulait contrôler absolument toute la vie de ma mère. Il voulait aussi être la seule personne dans la vie de ma mère. Pourquoi? À un certain moment de notre vie, mon frère Loris et moi sommes devenus ces 2 obstacles. Les seules 2 personnes, à part lui, à faire partie de la vie de ma mère. Et donc, il cherchait par tous les moyens à nous éloigner de ma mère, pour le lien fort qu'on avait cultivé. Au début, pendant l'enfance, dans l'adolescence, il n'a pas réussi, disons. Mais ça a été très très difficile de rester unis. Parce que, par exemple, mon père voulait envoyer Loris à l'armée. Donc l'éloigner de la maison pendant au moins 1 an. Moi, je grandissais, mais dès que j'aurais fini le bac, il voulait me faire partir de la maison. Il disait « Vous êtes des ratés, vous devez partir, partez d'ici ». Il voulait rester seul avec ma mère.
Je vais te poser une question que je devrais peut-être poser à ta mère, mais je pense que tu le sais, donc je te la pose à toi. Quand ça a commencé à être comme ça? Avant la naissance de ton frère Loris? Alors, avant la naissance de mon frère Loris, en 1998, il avait déjà montré, avec certaines actions, Des signes. des signes. Il avait déjà manifesté sa jalousie. La seule chose, c'est que la violence envers les femmes, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Si au début on se disputait, je ne sais pas, une fois toutes les 2 semaines, on est passé à une fois par semaine, puis à une fois tous les 4 jours, et ensuite c'était un jour sur 2, jusqu'à arriver à un moment où on se disputait chaque heure, qui rythmait notre existence, tu vois? Et ça, c'est ce qui a changé. Disons que dans les 10 dernières années, avant tu m'as demandé à partir de quand je commence à me souvenir moi-même de ces signes de violence de la part de mon père. J'ai vécu cette escalade vers une violence totale, une morbidité totale. Et vraiment, c'était une jalousie totale et aussi des disputes sur des choses qu'il inventait. Tu sais, il ne créait pas des disputes sur des vrais sujets, en fait. Il se disputait véritablement sur des montagnes, sur des châteaux qu'il s'inventait. Et là-dessus, il crée une dispute. Donc bien souvent, on ne savait même pas pourquoi, ni sur quoi on se disputait. Mais voilà, ça se passait comme ça pour les disputes. Après, on parlera un peu de sa famille, donc de ta famille paternelle. Mais quand tu parlais avec tes grands-parents paternels, avec tes oncles, donc quand ton père était encore en vie, que te disait-il de lui quand il était petit? C'était déjà comme ça? Vous racontiez les problèmes que vous aviez à la maison? Et non, nous n'en parlions pas. Avec la Non, famille? tu sais, il n'y a jamais eu de relation. Il y a toujours eu une relation, disons, de faussement polie. C'est-à-dire, tu te retrouvais peut-être la veille de Noël, mais la veille de Noël, 2 minutes avant, ta mère avait subi des insultes. Tu comprends? Et tu devais aller passer cette veille de Noël, lui avec ses grands sourires, comme si tout allait bien, toute l'ambiance joyeuse, un climat serein, une belle famille. Comme si rien ne s'était passé. Et puis, il appuyait à nouveau sur l'interrupteur, tu revenais à la maison, Et on Et oui, repartait. exactement. Quel est le moment où tu t'es le plus effrayé? Le moment où j'ai eu le plus peur, c'est une fois, en revenant sur ce dont on parlait avant de la voiture. J'étais aussi en voiture avec ma maman et mon papa. Nous étions allés à Settimo, qui est un petit village, Settimo Torinese. Il y a un outlet là-bas. Nous étions allés là-bas parce qu'en ce moment, à ce moment-là, on essayait de sortir parce qu'on espérait qu'en public, il n'ait pas les réactions qu'il avait à la maison. Et donc sortir, être dans des endroits pleins de gens, 1, tu te sentais protégé. bravo. Et 2, cela lui permettait peut-être de vivre des moments positifs et de lui contaminer afin que les choses soient un peu plus équilibrées à la maison. Bravo. Et comment ça se passait? Quand on rentrait à la maison, ça recommençait. Et disons que c'était juste remettre à plus tard, pendant 2 ou 3 heures, quand on était dehors. Je te raconte quelque chose à propos de mon père. Oui. C'est difficile pour moi de dire ces choses sur lui, mais je tiens à préciser que je l'ai pardonné. Parce que j'ai pris du recul. J'ai cherché à comprendre l'enfance qu'il a vécue. Je l'ai pardonné. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il était comme ça. Parce qu'il n'était pas du tout pareil avec mes frères plus jeunes. Il n'a jamais frappé ma mère devant moi. Je sais que ça s'est produit à quelques reprises, mais ce n'était pas devant mes yeux. Je ne sais pas comment j'aurais jugé ou comment j'aurais supporté si ça m'était arrivé. Mon père avec moi, il était très dur et je me suis souvent demandé pourquoi. Tu sais, mon père était une personne très solaire, avec peu d'instructions, il a construit un véritable empire. C'était un homme qui avait besoin d'être au centre de l'attention, un véritable phare. Mais quand il ne l'était plus, après avoir contracté une hépatite, il est resté alité pendant 2 ans. Il a commencé à devenir de plus en plus amé, il s'est mis à jouer de façon excessive au casino, il est devenu ludopathe, et la peur de tout perdre l'a envahi. Ces 2 obsessions, ne plus être ce bel homme au centre de l'attention et risquer de revenir d'où il était parti, de redevenir pauvre, l'ont complètement perturbé. De base, il avait toujours un caractère qu'il valait mieux ne pas provoquer, mais à ce moment-là, tout
le conduisait à l'affrontement. Il cherchait constamment, avec moi, Oui. le moment pour le conflit. Et je comprends parfaitement ce dont tu me parles. Il agissait ainsi avec moi parce que mes parents avaient 26 ans de différence. Ma mère en avait 17 et lui 43 lorsqu'ils se sont rencontrés. Donc, quand j'avais 15 ans, mon père en avait 60 et commençait à tomber malade. Et malheureusement, tout cela a créé une chaîne d'événements qui l'a conduit à devenir de plus en plus sédentaire, donc à se remplir de médicaments. Il n'était plus cette belle personne qu'il avait été. Cette partie de lui ne ressortait plus, c'était une autre facette qui prenait le dessus. Et il voyait en moi, lui jeune. Et cela le mettait vraiment en colère parce qu'il voyait une fleur éclore. Il voyait que j'avais du charisme, le même charisme que lui, ses belles choses, ses magnifiques qualités, et il ne le supportait pas. Du coup, je devenais un ennemi. Il ne voulait pas que ça soit comme ça, mais c'était devenu ainsi. Je t'en parle parce que je veux te dire que tu n'es pas seul. Et de l'autre côté, le fait d'avoir compris pourquoi il était ainsi, pourquoi avec ma mère, c'est parce qu'il ne se sentait plus d'être cette personne séduisante qui l'avait fait tomber amoureuse, qui l'emmenait partout, qui était ce mari que beaucoup d'autres femmes auraient voulu avoir. Et quand il ne se sentait plus ainsi, c'était sa fin. Et donc il réagissait avec de la colère, avec de la rage. Est-ce que tu as déjà compris pourquoi il faisait ça ? Je n'ai jamais compris pourquoi mon père a empiré de cette façon. Je me suis posé la question. J'ai suivi un parcours psychologique depuis 2 ans. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ce qui a déclenché en lui le fait de devenir une personne aussi violente, aussi toxique, aussi jalouse, à la fois de tout le monde. Je n'ai jamais compris cela. Et nous n'avons même pas réussi à le comprendre ensemble. Dans le cadre de la thérapie que je suis en train de suivre, je me suis fait ma propre idée. Mais c'est mon idée. Ce n'est pas une vérité absolue. À mon avis, ce qui l'a amené à devenir ainsi, c'est en fait une grande insécurité intérieure qu'il possédait. Cette sécurité intérieure a explosé quand il a vu en ma mère sa seule, son unique fixation, sa seule raison de vivre, disons, mais une raison de vivre malade, une fixation, une obsession. C'est une idée tellement pourrie, parce que, en fait, quand tu aimes quelqu'un, quand une personne aime vraiment quelqu'un, tu lui fais découvrir le monde. Lui, au contraire, avait tellement peur du monde, des autres. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à l'isoler le plus possible. En fait, ma mère a été éloignée autant de sa famille que du travail. Je ne te dis même pas. On va dire que ma mère aura eu, grosso modo, 500 000 ou 600 000 amants pour mon père. Et dans le monde du travail. Et il détestait tout ce qui, selon lui, éloignait ma mère de lui. Ça le rendait fou. Il le manifestait d'une manière tellement violente, tellement... Donc il y avait peu de personnes qui l'appréciaient, et celles qui l'appréciaient, il s'imposait à elles par la force, parce que, à ce que tu me racontes, il y avait, je suis désolé de le dire, d'un père, du dégoût, du mépris. Je ne sais même pas s'il y avait des gens qui l'appréciaient vraiment, parce que même les membres de sa famille nous a abandonnés. Mais elle ne nous a pas seulement abandonnés à ma mère, à mon frère et à moi. Elle a aussi abandonné lui-même, personnellement. Parce que si un jour Loris devenait comme ça, ou si moi je devenais comme ça, je lui dirais « Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Viens avec moi, on fait un parcours ensemble, je te donne un coup de main, je te soutiens. » Mais eux, ils l'ont aussi abandonné à lui dans la mesure où ils lui ont donné du mou. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de céder à ses fixations, en passant par-dessus le fait qu'il appelait 2, 3 fois, toujours à la même heure, tous les soirs. Il ne fallait pas que ce soit 1 minute de plus, ni 1 minute de moins. Ils sont passés par-dessus le fait qu'il répétait toujours les mêmes choses, parce qu'il devait arriver à un nombre où il faisait ces choses-là. Lui... Qu'est-ce que ça veut dire un nombre ? Pardon, si. Non, c'est juste pour Pour comprendre. moi, c'est clair, mais... Je sais, j'imagine. Alors en fait, il avait toute une sorte de routine, une sorte de fixation. Par exemple, il avait cette obsession de fermer le gaz 8 fois. Il devait aller vérifier le gaz 8 fois
Et en même temps, il comptait. 1, 2, 3, 4, comme ça, chaque soir. Le verrou de la porte, pareil. Il poussait, retirait la main, poussait, retirait la main, 6 fois. Il te disait sans arrêt « Ferme le gaz, ferme la porte, ferme le gaz, ferme la porte ». Et ça se passait aussi avec ma mère et mon frère. Il avait des obsessions pathologiques qui, dans sa tête, s'il ne les faisait pas, quelque chose de terrible allait arriver. Et donc, il devait absolument libérer cette fixation. Enfin, il y en a plein d'autres. Par exemple, en voiture. Chaque fois qu'il changeait de vitesse, ce n'était pas un changement normal. Il touchait d'abord 2 fois le levier de vitesse, puis après, il passait la vitesse. Il y en avait des tonnes. La même chose avec les volets. Il fermait, fermait, fermait 5 fois. Chaque soir, comme ça. Et eux, ils ont cédé à ce parcours, à cette fixation, et à l'ensemble des dégradations de son état. Ils savaient ce qu'on vivait à la maison, mais ils n'ont jamais pris la situation en main pour essayer de résoudre le problème mental, le véritable problème mental de son frère, et puis à la fois, celui de... Parce qu'il ne comprenait peut-être pas la gravité de la situation, ou il la sous-estimait, parce qu'il était un fils et un frère différents de l'homme et du mari qu'il était, c'est évident. Oui. Mais peut-être qu'il se sentait aussi honteux de ce qu'il était. Tu sais, à mon avis, il n'en était même pas conscient, en fait. Parce qu'il disait peut-être à ma mère, « Ah, t'es une pute ». Et puis 1 minute après, 1 seconde après, il disait, « Ah, mais je t'ai rien dit. » « Comment ça, tu m'as rien dit ? Tu viens de m'insulter. Tu viens d'insulter toute ma famille. Tu viens de dire que mes enfants finiront mal, que peut-être je ne les retrouverai plus. Et tu dis que tu ne m'as rien dit ? Je veux dire... Donc c'était une menace constante. Oui. Tu as déjà vu ton père frapper ta mère ? Oui, je l'ai vu. Puis j'ai vu ses marques quand Loris et moi n'étions pas là. Et donc il pouvait laisser libre cours à toute sa colère. Parce que quand Loris était à l'école, et que j'étais à l'école, et qu'on revenait, et qu'on voyait les marques sur ma mère, donc on se disait, ok, il l'a frappé. Au début, quand t'es petit, tu ne comprenais même pas trop. Ou alors tu espérais ne pas avoir compris. Tu espérais que ce conflit serait toujours le dernier. Que ta famille était une famille normale, du moins de mon point de vue personnel. Souvent, je me suis fait beaucoup d'illusions à ce sujet. Mais ensuite, la vie a pris toutes ces illusions et me les a jetées en pleine figure. Parce que, après, tu te retrouves face à la réalité et tu comprends réellement que... Tes camarades de classe qui te voyaient avec des marques, des collègues de travail de ta mère ou du travail de ton frère, personne n'a jamais appelé les gendarmes chez vous, personne n'a jamais agi parce qu'ils comprenaient que vous étiez en difficulté ou qu'un seul d'entre vous en souffrait, cherchait à vous aider. Est-ce que ça s'est déjà passé ? Ça s'est passé à Piossasco. C'était en 2014. La raison du conflit, c'était que mon frère avait 16 ans en 2014, donc 16 ans. Il voulait passer la nuit chez un de ses amis, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui l'un de nos amis. Et bien entendu, mon père ne voulait absolument pas qu'il dorme dehors. On ne sait pas ce qui pouvait arriver. Il lui a imposé, il lui a ordonné de revenir à la maison. Il l'a appelé et Loris est rentré à la maison. Il était furieux. Il a passé cette soirée vraiment de manière très nerveuse, très agitée. Loris est rentré chez nous et là, il a commencé à l'attaquer physiquement. Il l'a pris par le cou et a commencé à le mordre. En fait, Loris a circulé pendant quelques jours avec des marques. Un énorme hématome. Oui, avec ses morsures. Vraiment, ses dents-là. On voyait l'empreinte de ses dents, tu sais. Vous n'avez jamais réagi ? Non, là on entendait des cris. Non, je veux dire physiquement. Non, nous avons toujours... Je n'ai jamais, mais je te jure sur ce que tu veux, utilisé 100% de ma force contre mon père. Donc tu subissais. Oui, Ton de frère manière pareil et ta mère pareil. passive. Oui. Enfin, il a toujours utilisé 100% de sa force. Moi, parce que c'est toujours ton père et donc... Bien sûr, tu ne l'utilisais pas pour le frapper, mais au moins, peut-être pour le tenir un peu à distance, pour esquiver quelques coups. Enfin, pour dire, je voulais pas finir avec le nez cassé. Donc peut-être que voilà, je comprenais quand il fallait que je me décale.
Si je me mettais au milieu des disputes Et quand il te frappait, à quel moment il s'arrêtait? Il s'arrêtait quand il te voyait complètement épuisé. Je veux dire, quand il se rendait compte lui-même qu'il avait dépassé la limite. Le problème, c'est que lui, il s'en rendait compte beaucoup plus tard. En fait, il avait déjà dépassé cette limite depuis au moins 2 heures. Donc parfois tu devais faire semblant de t'évanouir ou exagérer un peu ton état, ton ressenti pour qu'il s'arrête. Je me souviens que je disais « Je me sens mal, arrête, je vais pas bien, il m'arrive quelque chose ». Évidemment, C'était ce une n'était façon pas de le vrai, calmer. mais c'était une manière d'essayer de le calmer. Et je me disais, peut-être que quelque chose allait se déclencher en lui, peut-être qu'il allait se dire « Oh, mon fils est en train de... Je dois m'inquiéter pour lui », plutôt que de continuer à insulter ou à m'en Mais il prendre était à ma mère. possédé, il n'était pas lucide. Non. On parlait de la morsure à ton frère. Donc les gendarmes arrivent. C'est quand la première fois que ça se passe? Oui, c'est le voisinage qui appelle les carabiniers à Piossasco. Les carabiniers interviennent et lui, il se montre comme quelqu'un de totalement calme. Il pouvait Comme passer si d'un tout état à allait l'autre bien. en une fraction de seconde. Oui, aux yeux des autres, il passait pour quelqu'un de tout à fait normal, poli, bien sous tout rapport. Tu te rends compte qu'il a réussi ce jour-là à convaincre les carabiniers de ne pas signer le rapport d'intervention. Aujourd'hui encore, avec l'avocat, on a essayé de récupérer ce document. On a vraiment essayé, mais ça a été vraiment impossible de mettre la main dessus. Tu comprends? Parce que lui, il avait une peur incontrôlable de tout ce qui impliquait une signature. Il prenait une photo de tout. Il avait plein de paranoïa, de fixation. L'une d'elles, c'était les signatures. Il ne signait jamais, jamais de la vie. Il pensait toujours que quelqu'un allait l'arnaquer. Et puis, il prenait des photos, recto verso, de chaque feuille, même si le verso était blanc. Tu imagines, il photographiait absolument tout ce qu'il touchait. Et financièrement, vous étiez dans quelle situation? Financièrement, une famille très modeste, Une situation normale où il fallait vraiment simple. le salaire du père et de la mère. Ok. Oui, lui, il gagnait le salaire classique d'un ouvrier. Ma mère travaille encore aujourd'hui à mi-temps. Donc, à eux deux, ils faisaient tourner toute la machine. On était 2 enfants. Et avec mon frère, on savait très bien qu'on ne pouvait pas se permettre grand-chose. Donc, on a grandi avec cette mentalité d'économie, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me définit encore aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très économe. Je n'aime pas gaspiller mon argent. Parce que j'ai été élevé comme ça. C'est ce que m'a inculqué aussi bien ma mère que mon père. Donc ce soir-là, ce sont les voisins qui appellent les gendarmes. Lui, il se montre calme, pas méchant. Et donc, au final, il ne lui arrive Non. rien. Il referma la porte, je me souviens. Il recommence encore, comme une machine à s'en prendre à mon frère, jusqu'à ce que quelque chose dans son cerveau se déclenche et il se dise « ça suffit ». Le conflit Il se s'éteint. termina là, Oui. parce que c'était toujours lui qui décidait à quel moment le conflit devait finir. Et quand il se passait une chose comme ça et après il allait dans sa chambre avec ta mère, il continuait à s'en prendre à ton frère avec ta mère ou avec ta mère directement? Ou est-ce que ça se calmait aussi avec elle? Non. Il faisait énormément de pression psychologique sur ma mère pour lui montrer qu'en réalité, mon frère et moi, on était des ratés, des fils de merde. Il disait que bientôt on allait être abandonnés. Tu utilises ces mots parce qu'il les utilisait contre vous? Oui. Je les entendais tellement de fois que maintenant ils vont vraiment faire partie de mon vocabulaire. Et je ne pourrais pas utiliser d'autres mots. Un tu synonyme vois. parce que ça voulait dire ça. Oui. C'est vrai, ça me dérange un peu de dire ces mots. Parce qu'ils sont tellement bruts. Mais au fond, avant, j'essayais de me poser cette question. Mais aujourd'hui, c'est ma vie, c'est la réalité. Donc ça n'a aucun sens de la paraphraser avec des termes plus polis ou plus élégants. Parce que c'est ma vie, tout simplement. Tu sais, la première fois qu'il a rencontré Sarah, ma copine actuelle, il lui a dit « Ah, mais Alex, c'est un raté ». Et moi, je me suis dit « Heureusement que tu as voulu continuer cette relation au lieu de t'arrêter là ». À ce que devait être normalement le premier rendez-vous avec les parents dans une nouvelle relation. J'ai une question par rapport à ça. Il a dit ça de toi à Sarah. Et Oui. qu'est-ce qu'il t'a dit à propos de Sarah quand elle est partie de chez vous ou dans les jours qui ont suivi? Non, on n'a jamais parlé. Il savait que Sarah et moi, on était en couple, mais il faisait comme si de rien Il n'était. ne l'a jamais étiqueté, jugé, il n'en parlait pas. Non, on n'en a jamais parlé. Chez nous, il y avait 2 phases.
soit des disputes. Ou bien papa calme, ou bien papa hors de contrôle. Non, calme. Je n'utiliserai pas ce mot. Je dirais plutôt papa nerveux, papa prêt à exploser, ou papa qui a explosé. Dans le sens où papa prêt à exploser, c'était une situation de silence total, un silence vraiment assourdissant, où tu savais qu'il suffisait de la moindre chose pour que ça prenne d'un seul coup d'immenses proportions, tu vois, pour que ça devienne papa qui a explosé. Et là, c'était la violence domestique, pure et brute, telle qu'on pouvait la vivre. Pendant ces années où ça devenait de plus en plus fréquent, avez-vous jamais pensé à fuir? Oui, on y a pensé. On y a pensé de manière assez concrète, dans le sens où on avait même choisi une destination, le Danemark, parce que c'était un pays scandinave assez éloigné. On s'est dit que peut-être ce serait une solution, mais plusieurs choses nous ont arrêtés, principalement deux. La première, c'est qu'il ne se serait jamais arrêté, car vraiment, il ne voyait pas de limite. Tu sais, il avait une obsession tellement forte pour ma mère qu'il nous aurait retrouvés. Peu importe où on serait allé. Et il n'aurait pas arrêté dans le Piémont, à Turin. Il serait allé bien au-delà. Un jour ou l'autre, il nous aurait retrouvés. Et il disait ça aussi pendant les disputes. Il nous le menaçait. La deuxième chose, non, en fait, il y en a trois. La deuxième chose, c'est qu'on a une relation très proche avec mes grands-parents maternels. Il serait certainement allé les voir, il leur aurait sûrement fait du mal, ou en tout cas, il leur aurait fait vivre des moments très Il aurait difficiles. exercé la pression. Oui, c'est ça. Et donc, d'une manière ou d'une Pour autre... savoir où vous étiez. Exactement. Et puis, on ne voulait même pas les laisser, parce que ce sont des personnes âgées. Tu veux rester avec eux, et puis tu veux essayer de partager ces années avec eux. Mais vivre ce que vous avez vécu, normalement, si on ne fait pas ce pas, c'est pour deux raisons. Soit par peur, comme tu l'as dit, soit parce qu'on n'a pas l'argent pour partir. Souvent, la personne violente, et là je sors de mon propre cas pour revenir au tien, a aussi le contrôle sur cet aspect pour pouvoir te surveiller, te contrôler, exactement comme je l'ai dit il y a une seconde. Comment c'était dans votre cas? Exactement. C'était ma troisième raison, celle que je t'expliquais. Justement parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de vivre dans un pays étranger. Tu sais, la situation était la suivante. Ma mère, elle avait son travail à temps partiel, ce qui ne lui permettait pas d'avoir une grosse somme d'argent à sa disposition. Elle aurait dû l'abandonner. Moi et Loris, on n'était pas encore en âge de travailler. Loris venait juste de finir son diplôme. Mais l'année suivante, il a commencé une formation d'1 an après son diplôme. Donc, concrètement, il aurait été impossible de vivre au Danemark, en fait. Du coup, on a abandonné l'idée. Et puis, mon père avait aussi le contrôle Des finances. de ce qui gouverne le monde, à savoir La pécule. l'argent. L'argent. Et à la fin, sans argent, tu peux faire très peu dans cette vie, malheureusement. Mais dans ta tête, vivant quand même dans un cauchemar toxique parce que tu dis que ça ira mieux, parce que tu n'as pas beaucoup d'alternatives, tu dois le dire forcément, sinon tu ne trouves plus de raison de vivre, de te coucher le soir et de te réveiller le lendemain. Quel était votre plan? En sachant que tu ne pouvais pas fuir pour les raisons que tu as expliquées, comment faisiez-vous pour trouver des raisons de continuer? Je parle au pluriel parce que vous étiez très unis, vous vous teniez tous la main pour essayer de rester fort, non, et d'aller en avant. Comment réussissiez-vous psychologiquement à avancer? Le plan, c'était qu'il n'y avait pas de plan, dans le sens où on était un peu des morts vivants. Dans le sens où, au début, j'enregistrais toutes ces disputes, tous ces épisodes de violence que je vivais. Les fameux audios dont je parlais avant. Les fameux audios. On en a porté 260 à peu près à l'audience. Mais ces audios ne sont vraiment qu'une petite partie de toute la violence qu'on vivait. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais aussi marre d'enregistrer. Tu comprends? Je m'étais résigné. Je ne trouvais plus de motivation pour le faire. Je faisais ma vie habituelle et c'était devenu ma routine quotidienne. Me lever, aller à l'école, revenir à l'école, savoir qu'il criait de 3h à 9h, puis peut-être il allait au travail,
Et tu avais cette heure où tu pouvais être avec ta mère, avec ton frère, et puis tu allais dormir, et c'était reparti, en boucle. C'était vraiment comme ça. C'était toujours cette même boucle. Il utilisait ses mains quand il vous frappait ou avait-il déjà utilisé d'autres objets dangereux ou menacé de le faire? Comment se passait l'excursus juste avant l'incident? Alors lui, il utilisait ses mains. Il avait cette manière de te saisir au niveau du cou et de serrer. En fait, tellement de fois, j'ai mis du fond de teint ici, sur le cou, parce que j'avais ses empreintes ici, parce qu'il serrait vraiment fort. Ces marques rouges. C'était aussi bien moi que mon frère, que ma mère. On connaît bien la force, disons. De toute façon, il n'utilisait pas seulement ses mains, il utilisait aussi la ceinture. Comme tu m'as dit que malheureusement ton père faisait aussi. Et puis un jour, il est allé chercher les couteaux et il a menacé avec les couteaux. Et cet événement est arrivé le jour de l'anniversaire de ma mère, le 18 juillet. La raison pour laquelle ça s'est passé, c'est qu'il y a eu un appel pour ma mère, un message. Tu vois ce que je veux dire? Le message venait du frère de mon père. Il écrivait simplement « Bon anniversaire », point. Très froid, très distant, comme étaient les relations, tu sais. Mais mon père voulait que cette fausse situation continue. Et donc, il forçait même mon frère à écrire à ma mère pour lui souhaiter son anniversaire, même si... Il pouvait être aussi jaloux de son frère vis-à-vis de ta mère, ton père, ou il n'allait pas jusque-là? Non. Parce que mon frère était la seule personne en qui c'était son phare. La seule personne en qui il avait confiance. Non. Il n'en est pas arrivé à ce niveau de jalousie. Mais ce qui l'a mis hors de lui, c'est de voir qu'il y avait tout simplement un message. Sans savoir qui c'était, il a déversé sa colère contre ta mère. Mais ma mère, elle lui a dit que c'était lui. Elle lui a montré. C'est-à-dire, ma mère avait le téléphone, comme ça, devant lui. Il ne croyait pas. Il voulait se disputer. Je ne sais pas, il est complètement devenu fou. On a vécu le déjeuner chez nous pour l'anniversaire de ma mère, avec lui, qui faisait les pires choses. Tu sais, on voyait qu'il voulait provoquer une confrontation physique à plusieurs reprises, et donc, il nous menaçait. Et à un moment donné, il est allé chercher le couteau. Il y a aussi l'enregistrement de ce moment-là. Et je me souviens qu'on l'a écouté au tribunal. Et maintenant... Je n'en suis pas sûr, mais il me semble que je dis « T'es allé chercher le couteau? Tu trouves ça normal? T'es allé chercher le couteau ?» Et il tenait ce couteau dans la main. Tu comprends? Le confinement a-t-il accentué ces moments de colère? Le fait que vous étiez tous les trois enfermés chez vous? Parce que si avant tu pouvais aller à l'outlet, aller à l'école et ton père allait au travail pour se distraire, là, tout ça n'existait plus. Comment c'était pendant le confinement? Très mal, parce qu'il était resté à la maison, en travaillant dans une usine. L'usine avait fermé pendant le confinement, donc il était resté à la maison. Moi, j'étais aussi resté à la maison, parce que je ne pouvais plus aller à l'école. Mais ta mère allait bosser parce qu'elle travaillait dans un supermarché des biens essentiels, n'est-ce pas? Comme tu l'as dit avant. Exactement. Heureusement, oui. Mais et pourtant, il l'accompagnait. Toujours. Et ma mère travaillait à 200 mètres de chez moi. Elle pouvait y aller à pied. Oui, elle y va à pied. C'est bien plus simple à pied plutôt que de prendre la voiture. Ce sont vraiment 200 mètres, même pas 5 minutes à pied pour exagérer. Mais il l'accompagnait jusqu'à la porte et quand elle finissait de travailler, il se mettait à l'extérieur une demi-heure avant pour essayer de voir à l'intérieur, d'espionner dans le vestiaire. S'il y avait des mouvements suspects. S'il y avait des mouvements suspects ou quelque chose à quoi il pourrait s'accrocher. Mais de toute façon, il inventait des choses, même si rien n'était suspect. Et donc, il rentrait à la maison. La seule chose, c'est que ces trajets étaient remplis d'insultes, en plein milieu de la rue. Entendre ces choses-là comme « Ah, t'es une pute, t'as donné de la confiance à celui-là, t'as souri, t'as dit ça », c'est quelque chose de très humiliant, parce que tout le monde l'entend. C'est amplifié. L'humiliation que tu vis déjà à la maison est amplifiée par 200%. Parce que tout le monde te voit, ton mari qui t'insulte en public. Je ne sais pas si tu visualises un petit peu la situation, mais... Alors moi et mon frère, qui étions devenus les bodyguards de ma mère,
On faisait des tours de garde, Bien sûr. genre... Pour ne jamais la laisser seule. Exactement, très bien. C'était comme une opération militaire, tu vois. Mon frère et moi, on allait la chercher, celui qui avait son tour selon les engagements, et on se plaçait entre elle et lui pendant le trajet. Moi au milieu, ma mère d'un côté, et puis on faisait en sorte que mon père se trouve de l'autre côté. Il continuait à l'insulter, mais au moins on évitait qu'il la touche, qu'il la frappe. Je ne sais pas, un coup de poing. Donc, au moins, on essayait de limiter l'aspect physique de la violence. Comme ça... Tu as dit que le frère de ton père était peut-être la personne la plus influente dans la vie de ton père. Oui, As-tu déjà essayé de demander de l'aide? nous avons demandé de l'aide le soir même du 30. Loris, j'ai appris plus tard, lui a envoyé un message au tribunal. Ça a été révélé là-bas. Donc, en Un fait, message dans qui le parlait message, de quoi? il disait « Qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose? Nous risquons nos vies ici. » C'est-à-dire, c'est urgent, viens, parce que ce soir ça tourne mal. Oui, oui, oui. Mais lui, ce soir-là, avait aussi appelé. Il avait passé un appel de plusieurs minutes avec son frère, et le frère avait vraiment senti qu'il était hors de lui. C'était vraiment, tu vois, je veux dire, parmi tous les épisodes de violence que j'ai vécus, ce soir-là, c'était beaucoup plus. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est difficile de voir quelqu'un qui est toujours aussi enragé. Mais ce soir-là, il avait vraiment le diable en lui. Je ne sais pas comment le dire. Maintenant, entrons un peu dans cette soirée. Oui, 30, avril 2020. 20. Le 4 mai, il nous réouvrait, juste pour le confinement. Oui, oui, c'était pour donner plus de contexte. Cette soirée-là, il franchit une limite. Tu as peur? Oui, Donc, ce soir-là, tu réagis parce que tu as l'impression qu'il pourrait tuer ta mère, en fait? oui, 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 oui. C'est bien ça? Il s'approche des couteaux et ce soir-là, pour la défendre, tu tues ton père. Oui, c'est ça. J'ai lu que c'est toi qui as appelé les gendarmes, c'est bien ça? Oui, Tu leur as dit « j'ai tué mon père ». Tu n'as donc cherché aucune échappatoire. Tu étais complètement bouleversé, tu n'étais pas lucide. Évidemment, tu t'en souviens pas, c'est un moment que je pense tout le monde voudrait effacer de sa vie. Les gendarmes arrivent. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là? alors, ce qui se passe, c'est qu'on m'emmène à l'hôpital parce que j'ai une coupure au doigt. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils me recousent un tendon qui a été coupé. Mais ça se passe une semaine après. J'y vais à l'hôpital, puis on me ramène à la caserne. À partir de ce moment-là, tu ne vois plus ta Non, famille. non, 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 non. Ils te séparent oui. complètement. J'avais ma famille et toutes les personnes. Non, parce que j'avais lu que le 118 t'avait trouvé complètement bouleversé. Oui, 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 oui. Donc tu as plus que confessé, tu as appelé, tu l'as dit, puis tu as attendu qu'ils te transportent, et à partir de ce moment-là, ils t'ont séparé de ta famille, parce que j'imagine qu'à cause du procès et de tout ce qui allait suivre, vous ne pouviez plus vous parler, Exactement. pour entendre la version de chacun. Ton frère et ta mère arrivent à rester ensemble? Non, non, ils les séparent aussi. Donc vous trois êtes dans trois Oui, endroits oui. différents. Chacun avec son propre carabinier ou les deux carabiniers. Ils m'ont dit, justement par l'intermédiaire de l'avocat, que ce jour-là, on m'a aussi donné des pilules pour contrôler les convulsions, parce que j'étais complètement sous le choc et je risquais vraiment quelque chose physiquement. Donc, heureusement, je n'ai pas de souvenir de cet état mental et physique dans lequel j'étais. Ils t'emmènent en prison? Oui, ils m'emmènent d'abord à la caserne, puis ils m'emmènent aux Valettes, qui est la prison de Turin. Combien de temps y restes-tu? Je reste là-bas 20 jours. Le 20 mai 2020, ils me libèrent et me placent en résidence surveillée. C'était chez un de mes amis. Avant les assignations à domicile, comment se passent ces 20 jours? Ça veut dire, tu es en isolement, avec qui tu es en cellule, comment se comportent les détenus à ton égard? Si tu as envie de me le raconter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est aussi important de le raconter parce que malheureusement, je sais que je ne suis pas le seul à vivre une situation comme celle-ci à la maison. Et je ne suis peut-être pas non plus le seul garçon à avoir vécu une incarcération. Et c'est un moment très délicat. Mon expérience personnelle, tout d'abord, a été que j'ai toujours eu de très bons rapports avec tout le monde là-bas.
Ils m'ont toujours bien traité, ils m'apportaient des plats chauds. 3 personnes avec qui je parlais un peu le soir, ils m'avaient un peu pris sous leur aile, tu sais. Alors, ils cuisinaient et le soir, ils m'apportaient ce plat chaud qui était délicieux, tu sais. Ça se passait plutôt bien à ce moment-là. Mais aussi avec les autres détenus, on peut dire que c'était vraiment... Mais comment te traitaient les autres détenus? Comme une personne coupable ou comme quelqu'un à protéger? Non, en prison, il n'y a pas cette distinction sur ce que tu as fait. Ce qui compte beaucoup, c'est ce que tu es, qui tu es à ce moment-là en prison. Parce que la prison, c'est vraiment un univers à part, un monde à part. Peu importe ce que tu as fait avant, ce que tu étais avant. Mais comment tu te comportes face aux En ce autres? qui concerne comment je me positionnais, à ce moment-là, je suis passé par toutes les étapes. On m'a d'abord mis dans une cellule, et c'était une cellule que je partageais avec d'autres personnes. Et puis ensuite, comme je devais subir une évaluation psychiatrique, on m'a transféré en isolement dans le service psychiatrique pour me garder sous surveillance, parce que je n'étais pas bien, ni mentalement, ni physiquement. Et donc, pour me garder sous contrôle, ils m'ont donné une cellule d'isolement où je n'ai absolument rien, parce qu'on craint que vous vous suicidiez. Et malheureusement, il m'est arrivé de voir le jour où j'ai pris une douche, parce qu'en prison, je prenais très peu de douches. Mais un jour, j'ai pris une douche. Ouais, c'est ça, je prenais une douche. Et je me souviens avoir vu cet homme de 70, 75 ans, complètement nu, qui avait tenté de se suicider. Il l'avait déshabillé précisément parce qu'il voulait en finir. C'est tout. Et comment il a tenté de se suicider? Avec les lacets de ses chaussures. Parce que ça dépend du niveau mental dans lequel tu te trouves. En gros, si on voit que tu vas bien, on te laisse plus de choses. Mais ça peut aussi être un peu... à ce moment-là, tu fais semblant d'aller bien pour obtenir des choses. Et puis, dès que tu as un lacet ou les cordons de ton pantalon ou quelque chose avec lequel tu peux te faire du mal, eh bien, tu te fais du mal. Voilà comment ça se passe. C'est un triste épisode de la prison. T'as déjà pensé au suicide? Je n'ai jamais pensé au suicide parce que, tu sais, j'ai énormément de respect pour la vie. J'y tiens vraiment beaucoup et... Tu sais, moi je m'accroche à la vie. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui souffrent. Rien que de penser à toutes les personnes qui ont des problèmes oncologiques, des cancers et tout ça. Je me dis que cette personne paierait pour avoir ma vie, alors que moi, je vais l'enlever. Et lui, peut-être, doit vivre cette vie remplie de médicaments. Donc, j'ai beaucoup de respect pour la vie et je n'ai jamais pensé au suicide. Après ces 20 jours, tu es mis en résidence surveillée. Où ça? Chez un de mes amis, un très cher ami. On se parle presque tous les jours. Comment ça se passe, l'attribution? C'est toi qui choisis ou tu vas où quelqu'un doit faire une demande et elle doit être acceptée? Eh bien, j'avais reçu une dizaine de demandes de la part de mes amis qui voulaient m'héberger. Donc seulement des personnes que tu connaissais? Oui, toutes des personnes que je connaissais. Oui. Ils ont fait des demandes, en effet. Est-ce que ça avait été mentionné aux infos ou personne ne savait rien de ce qui s'était passé? Oui. Les infos en avaient parlé. Mais oui. personne d'extérieur ne s'est manifesté, ce n'était que des gens autour de toi, que tu connaissais, qui voulaient t'héberger pour que tu puisses purger ta peine à domicile chez eux? Oui, pour purger les peines à domicile, oui. Pour m'aider sur le plan économique. Ensuite, M. Fassa est venu, que je remercie toujours. C'est un entrepreneur qui, lui, a entendu mon histoire et s'est convaincu à travers les paroles des professeurs qui avaient dit de belles choses sur moi. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est tout un fil rouge. Ma belle relation avec l'école, tout se relie. Et donc, il a décidé de me soutenir financièrement, parce que économiquement, Vous ne pouviez pas vous le nous ne permettre. pouvions pas nous le permettre. Et donc, lui a chargé mon avocat actuel, et ensuite, il a fait appel, et grâce à l'appel à la Cour de liberté, il a réussi à obtenir les arrestations domiciliaires, pour lesquelles il y a eu 10 demandes. Oui, c'était 10 demandes, et de mes amis, pour que je puisse aller chez eux.
C'est la famille de Fabio qui a été choisie, que je remercie toujours, eux aussi. Il y a des critères pour faire une attribution plutôt qu'une autre. C'est-à-dire, pourquoi ont-ils choisi la famille de Fabio et pas une autre? Je ne peux pas te le dire. Je peux, comme je l'ai dit plus tôt, au sujet de mon père, je ne peux que me faire une idée personnelle. À mon avis, eux, habitant dans un petit village vraiment éloigné de Colegno, m'ont gardé aussi loin que possible de l'endroit de l'incident. C'est vraiment... Mais je les remercie et c'était une excellente décision, car pour ma réhabilitation sociale, c'est là où j'ai pu poser des bases et essayer de penser, de me soigner, car je devais me soigner et je suis encore en train de me soigner. Comment la famille de Fabio t'a-t-elle traité? Comme un roi. Comme un fils? Oui. J'y ai passé 2 mois, mais vraiment, ils m'ont accueilli comme un fils. Ils ne m'ont jamais fait sentir en faute. Ils ne m'ont jamais posé une question qui aurait pu heurter ma sensibilité et... C'est-à-dire, vous n'avez jamais parlé des faits, seulement de comment tu allais toi. Non, seulement comment j'allais. Ce qui leur importait, c'était comment j'allais. Moi, à ce moment-là, Fabio aussi. Il m'a vu là. Il voyait que j'étais toujours le même, Alex. Tu vois, qu'on pouvait encore jouer ensemble, passer du temps. Et puis, on pouvait aussi s'entraîner ensemble, tu vois. Et pour lui, ça suffisait. Pour sa famille, pareil. Donc, je les remercie sincèrement pour ce geste de générosité. Ils m'ont énormément aidé. Ton frère, qui est là avec toi, m'a montré tout à l'heure son avant-bras avec un tatouage. Il m'a dit, ça c'est l'heure, 20h du soir, l'heure à laquelle j'ai revu mon frère. Il l'a dit avec tendresse, avec nostalgie. On dirait que vous êtes jumeaux, pas seulement physiquement, mais dans l'amour que vous vous portez. Qu'est-ce qui a marqué le moment de vos retrouvailles? Pourquoi c'était possible ce jour-là et pas avant? C'était à cause du procès? Alors, il y avait une enquête en cours. C'était encore les investigations, tu vois. On a pu se revoir pour la première fois le 25 septembre 2020. En fait, ça s'est passé le lendemain de mon anniversaire. Je suis né le 24. Et c'était un très beau moment. On a enfin pu se revoir, de longues étreintes. C'était vraiment... émotionnellement fort, tu vois. Même si je n'aime pas trop laisser transparaître mon côté émotif, là, c'était un moment très touchant. Et à partir de là, tu es rentré chez toi? Non, Vous vous êtes juste revus, mais tu ne pouvais pas encore rentrer à la maison. et je ne voulais même pas rentrer chez moi. Non, j'étais bien chez mes grands-parents. J'ai passé 2 mois en résidence surveillée chez Fabio. Chez Fabio, oui. Puis, avec mon avocat, on a fait une demande pour que je sois transféré chez mes grands-parents. Maternelle, oui. évidemment. Aussi pour me rapprocher à nouveau de ma famille. Et en fait, c'était une étape nécessaire pour ne pas rompre complètement les liens. Ma reconstruction, ma guérison devait continuer, tu vois. J'ai habité chez mes grands-parents de juillet à février. Mais ce qui a changé à partir de septembre, c'est qu'à partir du 25, les gens pouvaient enfin me voir. Je pouvais à nouveau avoir des contacts avec l'extérieur. Avant le 25 septembre, j'étais complètement isolé. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as dormi chez Fabio et surtout ensuite chez une branche de ta famille, chez tes grands-parents, dormir sans entendre de cris? Et c'était fort. J'y pensais souvent, surtout chez mes grands-parents. Moi, tu sais, je regarde toujours un film avant de dormir, presque tous les soirs. Pour t'endormir. C'est Moi mon aussi. rituel. Mais ma femme déteste ça. On se bat tout le temps là-dessus. Mais ça m'apaise. Pardon Non, si... moi aussi. On a la même. La même berceuse. Exactement. J'aime vraiment ça. Et parfois, j'arrêtais le film et je disais « Mizika ». Je faisais des choses pendant la nuit, quand j'entendais des cris venant de l'autre pièce. J'entendais des menaces. J'entendais mon père essayer d'avoir des rapports sexuels avec ma mère avant de s'endormir. Il l'avait insulté jusqu'à l'instant d'avant. Mais tu vois, c'était... Ah, parce que vous entendiez même ça. Oui. Il a quand même essayé d'avoir des rapports sexuels avec ma mère. Mais ce n'était pas réciproque. Parce que les rapports sexuels sont une chose tellement intime que vous voulez les avoir avec quelqu'un qui ne vous insulte pas.
jusqu'à l'instant d'avant. C'est ce que nous avons ressenti. Souvent, nous nous levions, nous lui faisions sentir que nous étions réveillés. Nous jouions avec la bouteille pour lui dire « Regarde, Vous faisiez des bruits. je suis là aussi, je suis réveillé, je peux entendre tout ce que tu fais. » Parce que nous pensions ainsi qu'il était peut-être en train de le tuer dans son sommeil. Alors peut-être que nous l'entendions se précipiter par là. Je me souviens d'un matin où je devais me lever. Je me levais très tôt pour aller à l'école parce que j'avais un trajet important d'1h30. Je ne me suis pas réveillé à 6h comme d'habitude, mais à 5h, donc seul. Et j'ai entendu mon père se diriger vers la cuisine. Je venais de me réveiller, je me lève immédiatement et je vais à la cuisine, par instinct de survie, disons, parce que ma première pensée était maintenant d'aller tuer Tu ma avais mère. toujours le radar allumé, tu n'étais jamais tranquille. Non, jamais. On vivait vraiment sous pression constante. Je le dis souvent à mes amis, quand on en a parlé un peu après que tout soit arrivé, une fois que j'étais sorti. Tu vois, je leur dis, nous, on vivait comme sous un régime de détention préventive, mais sans qu'aucun juge n'ait jamais rendu de verdict. Parce que mon père, il nous avait enlevé, selon moi, ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie d'un être humain. Je sais à quel point c'est vital dans une existence. La liberté, Exactement. bien sûr. C'est l'élément fondamental. On était libre de rien. Avant d'arriver à la première sentence, parce qu'il y en a deux, Oui, 1,5. 1,5. Maintenant, la deuxième. Maintenant tu me l'expliqueras mieux. Ce que je veux comprendre, avant j'ai dit que j'ai vu porta porta, j'ai vu la vie en direct. Dans la vie en direct, tu n'étais pas présent. Donc il y avait différentes écoles de pensée sur ce qui s'était passé, non? Et la chose la plus récurrente était « Pourquoi n'as pas tu dénoncé ?» Alors je te pose la question, même si la réponse me semble déjà assez claire. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi vous n'êtes pas allé faire quelque chose pour être protégé? La peur. La peur te fait faire des choses que... Tu veux dire par rapport à ce qu'il aurait fait dès qu'il aurait su, c'est ça? Il disait, les carabiniers ne vont pas arriver à temps. C'est inutile de les appeler. Ils ne vont pas arriver à temps. Vous allez tous vous retrouver morts. Je vais vous découper en morceaux. Vous ne serez même pas retrouvés. Il le disait tellement souvent que ça a fini par nous imprégner. Mais je défie quiconque, quand une personne démoniaque te dit ces choses-là... Oui, et puis si tu vis les mêmes paroles, mais de l'extérieur, à ce moment-là, tu es dominé psychologiquement. Donc tu as comme... tu absorbes ça d'une manière... Même si quelqu'un pourrait dire « mais il ne le ferait jamais », que ça ne se passe jamais comme ça, mais toi, tu y crois vraiment. Parce que tous les jours, il t'assomme de menaces, il te terrorise, il te fait une peur énorme psychologiquement. Et c'est pour ça que vous, je parle au pluriel, toi, Loris et ta maman, vous n'avez jamais dénoncé à cause de la peur des conséquences. Exactement. Parce que la plainte ne signifiait pas qu'il emportait et vous protégeait, comme aujourd'hui on Non. pourrait protéger un témoin protégé en changeant son identité, en l'envoyant loin. Là, dans ce cas, tu étais une cible facile car tu étais là et tu avais peur qu'il vienne te chercher. En fait, c'est un point assez... qui fait réfléchir, je pense. Toutes les personnes qui portent plainte, et puis, quand même, le mari, le petit ami, le compagnon violent, l'ex-compagne, eh bien, va la tuer. Et la violence envers les femmes, c'est un phénomène social. Si on trouve vraiment une femme qui trouve la force de dénoncer, il faut l'écouter. Parce que cette femme, pour faire ce pas-là, d'aller porter plainte, elle a dû avoir beaucoup de courage. Elle a vraiment eu un courage incroyable. Parce qu'elle sait que si cette chose sort et que son mari, son compagnon ou son petit ami l'apprend, bah c'est simple, pour elle, c'est fini quoi. Vraiment. Pour elle, c'est fini. Et même après la plainte, ces femmes sont tuées. Alors, imaginez avant. Nous n'avons pas eu le courage de dénoncer. Nous avons eu très peur de dénoncer tout ça. Très peur. Nous nous sommes confiés à la famille paternelle, et ça tout en espérant qu'il réussirait à le faire raisonner et à le mettre sur le bon chemin. Malheureusement... Tu as dit que la famille de ton père, je ne sais pas si c'était une personne du noyau ou toute la famille, s'est constituée partie civile. Et j'ai lu, je ne veux pas dire une hérésie, mais qu'ils vous ont demandé 300 000 € de dommages et intérêts. Exact. Avez-vous reparlé avec la famille depuis ce jour-là? Non. Et quelle est la raison, selon toi, derrière cette demande?
Non, je n'en ai aucune idée. Je ne me suis même pas posé la question. Je ne sais pas ce qui l'a poussé, parce que c'est le frère de mon père à faire cette demande. Il a décidé de la faire. Il aurait pu ne pas la faire. Et maintenant, nous sommes entre les mains de la justice et nous verrons ce que décideront les juges. En revenant à la magistrature, Oui. quelle est la première décision? La première décision a été un acquittement qui a eu lieu en novembre, juste avant que je fasse l'interview à Porta a Porta, en 2021. Un acquittement total, complet. Je retourne vivre chez moi et je peux... Chez toi, où vous viviez avec... Oui, avec ma mère et mon frère. Et je peux recommencer ma vie normale et je peux aller à l'université, sortir avec ma copine, sortir avec mes amis, aller travailler, mener la vie normale d'un garçon de 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Du moins, essayer de la mener, parce qu'ensuite, je me suis rendu compte que le passé laisse des traces. Donc, je n'ai pas cette insouciance et... Tu penses que ça te marque? Au-delà de toi, tu ressens le jugement des gens ou pas du tout? Non, pas vraiment. Aussi parce qu'heureusement, beaucoup de gens ne m'ont pas reconnu, ou du moins n'ont pas associé mon visage à mon histoire. Et ça m'a beaucoup aidé à entrer en relation avec les autres. J'ai vu, justement pendant les procès, à part que vous portiez le masque, mais dans les moments où tu ne l'avais pas, quand tu étais rasé, Oui. non. Au lieu de ça, tu as laissé pousser la barbe un peu pour tourner la page sur cette histoire, ou bien c'est juste ton choix aujourd'hui, dans ton évolution, de te voir comme ça? Ça plairait à Sarah, donc... D'accord, donc tu as vraiment la bénédiction. Exactement. J'ai la bénédiction du boss. Donc, non, puis j'aime aussi, honnêtement. En grandissant, je vais explorer cette évolution de mon style. Mais aussi, j'étais plus rasé lors des procès. Mais j'ai fait 3 ans de procès, donc il y a aussi une évolution de visage. Bien sûr. Et puis, j'ai aussi changé d'identité. Oui, parce qu'on disait que lors de l'interview chez Bruno Vespa, tu étais Alex Pompa, donc le nom de famille de ton père. Et maintenant, tu t'appelles Kotoya, le nom de Exactement. famille de ta mère. En effet, depuis qu'on a fixé l'entretien jusqu'à aujourd'hui, on m'a parlé de ce changement. Je t'appelle Alex, Oui. donc j'étais sûr de ne pas me tromper, mais dans le titre, je mettrais sûrement Kotoya. L'évolution du processus, donc absolution complète. Après, tu as dit qu'il y a eu une première sentence et demie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes allés à la cour d'assises d'appel, donc d'autres juges, un autre jury populaire, même procureur, Bien sûr. mêmes avocats, tant le mien que la partie civile. La cour d'assises d'appel ne s'est pas encore prononcée avec un jugement, mais elle a transmis la question à la Cour constitutionnelle. Elle a passé la balle à la Cour constitutionnelle concernant certaines questions liées aux circonstances atténuantes, parce que la législation rend un peu difficile pour les juges de me les accorder, bien que j'y ai droit. Cela a même été reconnu par le procureur lui-même. Et donc, la Cour constitutionnelle doit maintenant rendre une décision. Une législation, disons, qui permettrait à la Cour d'assises d'appel de m'accorder des circonstances atténuantes. Dès que nous saurons ce que la Cour constitutionnelle a décidé, la Cour d'assises d'appel rendra son jugement en deuxième instance. Si on ne te les accorde pas, que se passerait-il? 14 ans de prison. Par contre, si ça passe, 7 ans. À peu près 8 ans de prison. Ça signifie que si tout se passe bien, tu devrais purger 7 ans? Pour la Cour. Tu étais majeur quand ça s'est passé? Et oui, j'étais majeur. Oui. Parce que j'ai eu mes 18 ans en septembre et c'est arrivé en mai. Le 30 avril donc. Puis le 1er mai aurait été l'anniversaire de ma maman et de mon papa. Ils fêtaient leurs 25 ans de mariage. Et donc, oui, si la Cour d'assises d'appel rend son verdict, théoriquement, cela devrait être 7 ans. Et après ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la cassation et en attendant qu'elle se prononce, tu restes chez toi ou tu dois aller en prison? Non, je reste toujours chez moi. D'après ce que mon avocat m'a expliqué, je reste toujours chez moi tant qu'il n'y a pas de verdict définitif. Donc, la cassation. Je resterai chez moi, je pourrai vivre ma vie normalement. Si ensuite la cassation confirme la condamnation,
ou si j'obtiens une absolution, eh bien on s'adaptera et on réglera ça en fonction de ce qui se passera. Tu ne pourrais pas obtenir une absolution en appel? L'absolution en appel est en réalité encore possible. Oui, parce que les juges doivent encore se prononcer. Tout est possible. Es-tu repenti de ce que tu as fait? Absolument, oui. Absolument. Ce que je n'ai jamais dit à personne. Mais je tiens vraiment à le dire à toi. C'est que c'est vraiment difficile de se lever et de porter ce poids sur les épaules, celui de tuer ton père pour sauver ta famille. C'est un poids énorme. Uccidere tuo padre per salvare la tua famiglia, cioè veramente un peso enorme. Maintenant que j'ai 22 ans, je suis vraiment encore très jeune pour vivre toute ma vie avec ce poids. Mais je dis que j'ai obtenu une peine de réclusion à vie. Pas d'un point de vue juridique, Psychologique. mais d'un point de vue psychologique. J'imagine aussi pour ta mère, parce qu'elle voit son fils qui, pour la protéger, pourrait finir en prison. J'imagine que c'est un grand poids. En fait, quand je vous ai vus tous les trois, vous êtes très beaux ensemble. As-tu déjà pensé que tu pourrais aller en prison? Et si oui, abordes-tu ce sujet avec Sarah? C'est un sujet très très difficile à affronter. Mais oui, il y a bien sûr, on en a parlé, on doit en parler. Et ça me ferait vraiment mal pour le temps, justement, que je ne pourrais pas passer, que je ne pourrais pas faire, que je ne pourrais pas construire des relations avec des relations sociales, Oui, dans l'univers libre. avec d'autres personnes, et construire un futur aussi avec elles. Ce serait vraiment triste, parce que ce serait une perte de temps, Maintenant que je suis jeune, maintenant Les que je années peux faire ça, précieuses. c'est un peu comme me couper les ailes. J'ai envie de faire plein de choses, de découvrir beaucoup, parce qu'avant, je n'avais pas pu le faire. J'ai cette soif de le faire. Et donc, ça me ferait vraiment beaucoup de peine. Je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent et qui nous regarderont sur YouTube parce que je suis très neutre quand je fais une interview. Je ne juge pas, je ne prends pas de position, je donne peut-être un point de vue, je mets ma vie en jeu pour faire sentir à la personne qu'elle n'est pas seule dès qu'il y a des points communs. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai été très partisan. C'est l'interview où j'ai été le moins neutre de toutes, mais ce n'est pas que je l'ai décidé, mais depuis que tu as franchi la porte de ce studio, j'ai ressenti tout ce que je souhaite que tu partages, cette vérité, cette partie d'une personne bonne. Si on regardait ton visage sans t'entendre parler, personne ne pourrait penser qu'on parle de ça, que ça se soit passé. Donc je ne veux évidemment influencer ni le côté médiatique, ni la justice, d'abord parce que je ne suis personne pour le faire, mais j'espère que Dieu te regardera d'en haut et que tu auras vraiment la chance de vivre ta vie en tant que personne libre, une personne curieuse, et de vivre une vie sereine, celle que tu n'as peut-être jamais vécue jusqu'à récemment. Tu as dit plutôt que tu retournais vivre dans la maison où tu vivais avec ton père. Oui. Je suis très curieux de connaître tes sensations, surtout les premiers jours, de vivre dans cette maison. C'était très difficile, mais avec le soutien psychologique que j'ai eu et que j'ai encore, c'était quelque chose de planifié. C'était aussi juste que je retourne là-bas. On m'a donné les outils nécessaires pour pouvoir l'affronter. Et donc maintenant, je suis soutenu dans ce parcours de retour dans cette maison. Si tout ira bien, et on termine l'interview avec cette question, quels sont tes projets pour le futur? Alors, les projets pour l'avenir sont de vivre. Je ne fais pas trop de projets. Je n'aime pas trop penser à long terme. Je vis beaucoup, étape par étape. Sur le court terme, je fais des projets. Par exemple, si on m'avait dit il y a 5 ans, « Ah, tu vas participer à un projet Erasmus », eh bien maintenant, je l'ai fait. Et c'était magnifique. Donc c'est une chose impensable. Et je n'aime pas me projeter dans 5 ans. Mais je préfère me penser dans les 3 ou 4 mois suivants. Je suis prêt pour de nouvelles expériences et pour tout ce que la vie et l'avenir peuvent m'offrir. On a terminé. Merci. Merci à toi.
Salut tout le monde, merci de m'avoir si bien accueilli dans cette saison avec ce nouveau projet. J'espère que l'âme de One More Time puisse continuer à vous toucher et que les épisodes continuent à vous plaire. Je vous laisse ici autour de moi d'autres interviews que je vous conseille fortement qui m'ont vraiment touché. Je vous remercie et belle allée.